Alors bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente, Mélanie Novak. Moi je dirige l'Institut des Soft Skills et puis aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous Kevin. Donc je te laisse te présenter Kevin. Écoute, j'ai pas mal d'activités, mais notamment je suis formateur, autour des soft skills en tout cas. Je m'intéresse de manière, plus précise à tout ce qui est neurosciences et sciences cognitives, ce qui m'a amené à m'intéresser à, beaucoup de techniques qui utilisent un petit peu les neurosciences dans, l'enseignement, dans la pédagogie, dans la transmission. Et voilà, je suis passionné aussi évidemment de ces univers-là, tout ce qui touche à la communication interpersonnelle et puis aussi à la communication avec nous-mêmes. OK, bah écoute, merci Kevin, merci d'être venu aujourd'hui, avec nous. Alors c'est vrai que, aujourd'hui on va parler de la prise de parole et avec Kevin, avec d'autres formateurs de l'institut, c'est un sujet qui revient assez souvent, parmi, nos élèves, nos stagiaires, comme étant, un enjeu, comme étant difficile ou, un sujet où on n'est pas forcément à l'aise. C'est vrai que la prise de parole, finalement, on prend la parole depuis qu'on est, tout petit. Quand on est petit, c'est assez facile. Il est vrai qu'assez tôt, on nous dit, de nous recadrer, de lever la main, par exemple, à l'école ou bien les parents de nous expliquent qu'il faut prendre la parole à bon escient et au fur et à mesure, en tant qu'adulte, on remarque que, chez certaines personnes et chez la plupart de nos élèves, ça devient un sujet. Donc prendre la parole tout court. Alors prendre la parole, ça peut être déjà dans un entretien d'embauche, ça peut être en négociation, ça peut être aussi prendre la parole en réunion ou carrément devant, une assistance un peu plus grande. Et ce qui est remonté le plus souvent comme point négatif, c'est, le stress, la sensation de ne plus maîtriser une fois qu'on ouvre la bouche et qu'on doit dire ce qui est important pour nous. Et puis souvent, la sensation après, de pas avoir été bon ou pas au max. Donc une sensation finalement désagréable qui fait que la fois suivante, on n'est pas super à l'aise à l'idée de recommencer. Donc nous, aujourd'hui, on va réfléchir avec Kevin, donc c'est la spécialité, sur comment on lève les freins à la prise de parole et également comment on peut créer des conditions favorables et travailler pour, faire en sorte que la prise de sa parole soit le plus agréable possible pour nous. Du coup, dans le format, on va prendre à peu près 45 minutes. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure dans le chat. Je surveillerai au fur et à mesure. Et puis moi également, je vais poser des questions à Kevin au fur et à mesure pour qu'il puisse nous donner son éclairage. Donc on y va. C'est parti? Ok. Vaste sujet. Justement, on parlait des freins, Kevin. Dans les différentes formations que tu donnes à l'Institut, dans les différentes rencontres que tu as pu faire, quels sont les freins principaux que rencontrent les élèves et les professionnels lors de la prise de parole? Il y en a un certain nombre et ils sont de nature, différente. Tu le rappelais tout à l'heure, un petit enfant au début de sa vie se pose absolument aucune question. Quand il a besoin de communiquer quelque chose, il le fait, même maladroitement, hein, parfois en criant, en pleurant et cetera, parce qu'il y a juste l'intention d'obtenir quelque chose avec la communication. Et puis tout doucement, on va apprendre à réguler pas mal de choses quand on va grandir. On va apprendre, notamment, un peu mieux à communiquer, logiquement, mais sans que personne ne nous explique vraiment comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on n'a pas de cours de communication, on apprend par mimétisme, on apprend par reproduction. En fait, en général, on communique parce qu'on a un besoin et puis, on va voir si notre communication nous permet de satisfaire ou pas ce besoin. Donc un petit enfant, il a besoin, par exemple, d'attention ou de nourriture. Est-ce qu'il va arriver à communiquer pour obtenir satisfaction? Et on va, souvent, améliorer notre communication en fonction des retours qu'on peut avoir. Mais comme on n'a pas de mode d'emploi, il arrive aussi quelquefois qu'on ait des communications qui ne soient pas du tout adaptées. Et puis il va se rajouter un truc dans l'adolescence, c'est tout d'un coup une prise en compte de plus en plus forte du regard de l'autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, la communication, elle va pas seulement avoir pour but de satisfaire un besoin, elle va aussi avoir pour but de plaire, d'être intégrée. Et là, on arrive dans un fonctionnement humain, qui est assez important. En tant qu'être humain, on a besoin d'être intégré dans une société, de faire partie d'un clan, de faire partie d'une tribu, etc. Ça revient, ça, à nos fonctionnements archaïques. En tant qu'espèce, on n'était pas vraiment habités, capables de survivre, par nous-mêmes. En fait, on n'est pas une espèce très solitaire. C'est la cohésion sociale qui a permis la survie de l'espèce. Donc une des grandes terreurs qui nous est héritée de nos ancêtres, c'est de nous retrouver seuls, de ne pas être, acceptés, d'être, mis, de côté. Donc ce besoin de plaire, ce besoin d'être accepté, il est vraiment viscéral chez l'être humain. Mais il nous donne aussi une très grande pression. Parce que dès qu'on communique, on prend le risque d'être rejeté. On prend le risque en s'affirmant, de ne pas plaire, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté. Et c'est là qu'on commence à se mettre un enjeu qui est important et cet enjeu évidemment, il va nous couper un petit peu de notre spontanéité. Là où un enfant peut être assez bon communicant et même, les gens qui se travaillent sur le théâtre le savent, les petits enfants sont de très bons comédiens, mais il y a un moment où les enfants deviennent de très mauvais comédiens dès qu'ils commencent à se poser la question du regard de l'autre. Et c'est ce moment-là aussi où la prise de parole en public devient un enjeu, où tout d'un coup, va se développer, voilà, différentes peurs qui peut être aussi après, prendre l'apparence d'une timidité, ça peut aussi aller vers cette direction-là.
quelquefois vers des besoins qui sont exagérés, le besoin d'être aimé, apprécié, accepté, compris, etc. Et tous ces enjeux, ils vont se télescoper avec notre capacité à communiquer. OK. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis il y a un deuxième élément, là qui est beaucoup plus, au niveau de notre éducation. Je disais tout à l'heure, on n'apprend pas à communiquer, mais ça va très, très loin parce qu'en fait, surtout je pense en France, mais dans les pays latins de manière générale, l'oralité, elle n'est pas forcément, très mise en avant, ne serait-ce qu'à l'école. On va aux États-Unis, par exemple, un petit enfant, très vite, va faire des petits exposés, des choses comme ça. La mise en avant de la parole, elle est un peu plus grande. Nous, dans notre culture, l'écrit prime sur la parole. Donc souvent, on a des gens qui sont plutôt à l'aise pour exprimer leurs idées à l'écrit, mais à l'oral, pas trop. Et puis on n'a pas de on n'est pas forcément invité à travailler notre voix, notre élocution, à travailler notre technique, à travailler même notre rapport au corps, qui est super important dans la prise de parole. Tout ça sont des choses qui sont vraiment mises de côté. Ce qui fait que quelqu'un peut très bien traverser toute son éducation et arriver à l'âge adulte sans jamais avoir vraiment eu le temps de se poser la question: «Qu'est-ce que ça veut dire communiquer et comment on communique bien?» Donc on est vraiment, dans un terrain qui est vierge par rapport à ça et bah, souvent en tant qu'adulte, on a tout ça à défricher. Du coup, il y a ces freins dont tu viens de parler, donc les différentes peurs, les différentes habitudes qu'on a pris également, certaines sociétales, certaines parentales. Mais au-delà des freins donc qui se créent au fur et à mesure de notre expérience de vie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe, par exemple, pour ces peurs dans le cerveau? Au niveau des mécanismes qui se jouent dans le cerveau, au niveau inconscient peut-être, on se retrouve bloqué malgré nous, en fait? En fait, alors pareil, il y a pas mal de mécanismes. On va peut-être en prendre un ou 2 pour montrer surtout ce qui m'intéresserait surtout, c'est de montrer comment l la science aujourd'hui, les neurosciences, notamment, mais aussi la psychologie cognitive, nous permettent de mieux comprendre comment on se bloque et pourquoi on se bloque. Parce que c'est vrai que en général, quand quelqu'un est bloqué dans quelque chose, il va simplement constater le blocage, se sentir dans une sorte d'incapacité qui va souvent en plus, créer un déficit d'estime de soi. «Je suis pas capable de, je suis pas bon pour ça» et cetera. Et ça crée de l'impuissance parce qu'on n'a aucune idée de par quels moyens prendre, ces problèmes-là et de quelle manière les travailler. Et je trouve que c'est déjà super intéressant de se dire, en fait, ce qu'on vit est normal, ça s'explique, ça se comprend et à partir de cette compréhension, on peut commencer à imaginer des solutions. Et c'est pour ça que quand on forme les gens à la prise de parole en public, je trouve ça très important qu'il y ait un peu de pédagogie. Aujourd'hui, ça devient un petit peu à la mode de parler de psychopédagogie, tu Mmh. sais, de mieux comprendre l'être humain pour pouvoir changer, en fait, c'est super important. Et il y a plein de mécanismes à l'œuvre. On va en prendre un déjà. Premier mécanisme, c'est un mécanisme dissociatif. C'est-à-dire que on a une capacité d'empathie en tant qu'être humain, qui vient notamment de notre capacité à nous mettre à la place de l'autre. Donc, par exemple, si là, j'imagine qu'il y a 100 personnes devant moi parce que je dois faire une conférence, eh bien, je vais souvent laisser une part de moi faire comme si elle recevait ma communication. Donc, je vais me regarder de l'extérieur. Et ce regard extérieur, souvent, il va être extrêmement jugeant. Parce que la plupart des gens vont être beaucoup plus durs avec eux-mêmes qu'ils le seraient avec quelqu'un d'autre, au fond. Donc ils vont se regarder de l'extérieur, ils vont être extrêmement jugeants et en fait, ils vont se créer une sorte de figure d'autorité, interne quelque part, parce que ça reste eux-mêmes, qui va en permanence créer du feedback négatif, qui va faire des reproches, montrer ses insatisfactions, souligner les trucs qui sont pas forcément bons. Tout ça va commencer à créer beaucoup de mental, beaucoup de pensées et plus il y a de pensées évidemment, bah, moins je suis à ce que je fais. Si là, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de me demander en même temps: «Est-ce que ce que je dis est bien? Est-ce que c'est bien formulé? Est-ce que ma voix est bonne?» Bah, toute mon attention, elle est là, elle est plus avec toi. Elle est plus avec les gens qui sont là. Et du coup, bah, ça crée une sorte de division de ma capacité à communiquer et évidemment, bah, ça va commencer à enrayer un petit peu le système. C'est-à-dire que je vais quand même, peut-être, parler un peu moins bien, je vais peut-être un peu moins assumer ce que je dis, parce que je suis ailleurs, parce que je suis en train de me juger et ça va être une sorte de cercle vicieux, j'allais dire vertueux, mais non, plutôt cercle vicieux. C'est-à-dire que moins ça va être bien, plus je vais mettre d'énergie dans le fait d'être dans cette position un petit peu d'analyse et de jugement et moins j'ai d'énergie à consacrer à ce que je suis en train de faire et donc, bah, au bout d'un moment, ça amène les gens à une quasi-paralysie. Donc c'est notamment ce qui explique, les syndromes de la bouche sèche, les gens qui tout d'un coup perdent leurs idées ou perdent leurs moyens en public Mmh. et il y a même beaucoup de gens qui disent, «Moi, je me sens bête quand je parle en public». Comme si tout d'un coup, ils se disaient: «Mais j'ai plein de choses à dire, puis dès que je suis devant les gens qui me regardent, je trouve plus mes mots» et cetera. Bah, c'est notamment ça qui explique ça, c'est que tout d'un coup, l'attention, elle est plus au bon endroit, l'énergie, elle est plus au bon endroit, il y a dispersion de nos capacités et puis il reste très peu de choses pour mener l'action à bien. Donc ça, Le c'est fameux blanc. déjà un mécanisme. Si on en prend un deuxième, il est un peu lié à ce que je disais au tout début sur, ce qu'on hérite un petit peu de nos ancêtres, c'est le besoin de plaire. En fait, le besoin de plaire, il est inhérent à chaque être humain. On est des êtres sociaux, donc on a besoin, en fait, de l'approbation des autres. Il y a des gens, évidemment, comme tous nos besoins, pour qui c'est plus fort ou moins fort.
Il y a des gens qui s'en fichent complètement, on appelle ça des psychopathes. C'est-à-dire qu'ils s'en fichent complètement de l'approbation des autres. En général, c'est plutôt un problème, hein, c'est vrai, parce que quelquefois dans certains bouquins de développement personnel, il y a des phrases, tu sais, comme arrêtez de faire attention aux autres, etc. En fait, c'est un problème, c'est une pathologie. Les gens qui ont ça, c'est pas du tout une bonne idée, parce que tout d'un coup, c'est un manque d'empathie, c'est un manque de considération qui deviendrait un gros problème de communication. Donc, il en faut un peu de l'envie de plaire. Mais il y a des personnes chez qui cette envie est trop grande, beaucoup trop grande. Ça veut dire qu'ils sont tout le temps en train de se demander si ce qu'ils disent est bien, si ce qu'ils disent va avoir le bon impact, si ce qu'ils disent va être bien reçu, si ils ont les bons critères, etc. Et là, tout d'un coup, eh bien, pareil, ça vient enrayer les mécanismes naturels. C'est que tout d'un coup, je ne cherche plus à communiquer, je cherche à plaire. Et l'enjeu est plus du tout le même. Et s'il y a ça, la moindre chose qui va peut-être pas très bien passer, je vais m'en faire en fait une représentation beaucoup plus grande que ce que c'est vraiment. Donc par exemple, si je vois un regard qui est un peu moins probateur, quelqu'un qui se méfie un petit peu, quelqu'un qui se ferme un petit peu, ça va s'exagérer dans mon esprit parce que tout d'un coup, c'est contre le but que je peux avoir d'être accepté ou de plaire, et je vais y accorder beaucoup d'importance. Et en fait, ça va créer des mécanismes assez courants aussi des gens qui parlent en public, c'est qu'on a l'impression qu'ils parlent pour la personne qui est le plus contre eux, au lieu de s'intéresser aux gens qui sont déjà avec eux. Donc pour tous les gens qui ont besoin de persuasion, par exemple, ça serait un mécanisme qui serait extrêmement mauvais parce que pour persuader, il ne faut pas essayer de convaincre la personne la plus réticente de l'assemblée. Il faut déjà capitaliser sur ceux qui sont un peu plus en accord avec nous. Pour ça, il y a besoin de comprendre un petit peu le mécanisme qui pourrait nous poser problème. Ok. Donc, c'est ces deux mécanismes-là, tu en as un autre en tête? Oui, il y en a plein d'autres. Il y a un autre mécanisme qui est encore plus profond, c'est l'estime de soi, en fait. Ouais. Euh, ça soulève un problème sur la prise de parole en public. Il y a quelques temps, je faisais plein de stages comme ça pour aller voir de prise de parole en public et tout ça. Et je trouvais ça intéressant. Ça m'a amené vers le théâtre. Et c'est là que j'ai trouvé les outils les plus intéressants, parce que souvent, dans les stages de prise en parole en public, j'ai appris de la technique pure, c'est-à-dire comment me positionner, comment respirer. Et c'était pas inintéressant, mais ça donnait un aspect assez mécanique. Et en fait, à l'inverse de ça, dans certains cours de théâtre un peu poussés, on s'en fiche complètement. L'intérêt, c'est l'intention, de se connecter à son intention. En fait, avec l'idée qu'un acteur sur scène est intéressant s'il est habité par quelque chose, s'il est incarné quelque part. Et moi, au début, ça m'a pris au dépourvu parce que je me suis dit: «Mince, toute la technique que j'ai appris, elle ne colle pas, en fait, à ça». Et je me suis rendu compte qu'en effet, quand j'étais chargé d'intention, sans chercher la technique, elle était assez présente. Et puis en creusant un peu ce mécanisme, je me suis rendu compte qu'en fait, le problème de la le problème qui est derrière, c'est celui de l'estime de soi. Parce que pour être naturel ou pour être incarné, il faut être à l'aise avec soi-même et à l'aise avec ce qu'on dit et avec ce qu'on est. Si on s'assume, eh bien, on va pouvoir, être intéressant quelque part. Si on ne s'assume pas, on ne sera jamais intéressant. Et là où les cours de théâtre sont géniaux, c'est qu'en fait, ils nous font passer par tellement de choses, différentes et un peu confrontantes quelquefois, que ça nous oblige à assumer ce qu'on fait. Sauf que c'est un mécanisme qui prend beaucoup de temps parce qu'un acteur, sa formation, elle va s'étaler sur des années. Mais pour moi, il y avait quelque chose à en tirer de ça. C'était simplement de commencer à interroger les gens sur leur estime d'eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est quoi l'estime de soi? C'est, en général, quand elle est bonne, c'est que je me sens en accord avec qui je suis. Quand elle est pas bonne, il y a un désaccord, il y a un décalage qui se crée. Un des premiers théoriciens de l'estime de soi avait théorisé ça en disant que le déficit d'estime, c'était la différence entre ce que je crois qu'il faudrait que je sois et ce que je pense être. Et plus il y a un écart grand entre les deux, plus j'ai honte de ce que je suis. En fait, plus je me dis: «Je suis pas au niveau, je suis pas à l'aise, je suis pas bien». Et donc, ce que font les gens qui sont dans un déficit d'eux-mêmes, c'est qu'ils vont essayer de compenser par de la technique. Donc travailler de la voix, travailler le corps, travailler tout ça, mais sans avoir résolu ce problème d'estime, ça donne tout simplement des gens qui sont faux. Ça donne des gens qui quelquefois peuvent être, très, grande gueule, hein, même quelquefois, mais faux. Parce qu'on sent très bien qu'il y a un truc qui va pas. On sent très bien qu'on n'a pas affaire à une vraie personnalité. Et ça donne beaucoup de problèmes de communication. Ça donne des gens qui vont quelquefois surcompenser. Ça donne des personnes, donc ça c'est l'extrême d'un côté. L'extrême de l'autre, c'est des personnes qui vont se planquer parce qu'elles n'ont pas envie d'être vues pour ne pas être confrontées à ce déficit d'estime d'elles-mêmes. Donc là, on est plutôt dans une origine où la solution ne sera pas que technique, elle sera aussi vraiment un travail sur soi, sur quelle est l'image que je me suis fait de moi-même, d'où elle vient, et comment je peux essayer de me libérer d'une image qui est peut-être qu'une image, justement. Donc c'est un super processus pour sortir des mécanismes inhibiteurs notamment. Ok. Alors du coup, tout ça me fait penser à une vidéo qu'on a tournée ensemble il y a pas longtemps, pour notre premier module qui est dédié à la communication. Tu sais, c'est la vidéo sur les croyances en communication. Ah oui, oui, oui. Effectivement, un des blocages, que nous on a identifié aussi, c'est ce qu'on croit être important
au moment où on communique et au moment où on prend la parole. Parce Mmh. qu'entre ce qu'on pense être essentiel et ce qui est vraiment essentiel, en tout cas de notre point de vue, il y a quand même un gap qui est intéressant d'aller creuser. Ah oui, complètement. C'est vrai que là, peut-être pour définir un petit peu ça, les croyances, pour donner une définition simple, c'est les choses que je crois sur moi ou sur le monde, sur ce qui est bien, sur ce qui est pas bien. Ce sont pas forcément des vérités. Elles peuvent être plus ou moins «vraies» entre guillemets, mais souvent ce sont des projections, qui sont un peu subjectives. Par exemple, je pense qu'un bon orateur parle comme ça ou, je pense que, tout le monde devrait être d'accord avec moi sur cette question-là. En fait, on se met un peu des blocages avec des croyances parce qu'on projette une représentation du monde qui est un peu discutable quelquefois et qui peut nous mettre une pression, assez inutile. Et dans le travail de prise de parole en public, ça paraît pas, forcément intuitif comme ça, mais en fait, c'est très intéressant d'interroger les gens sur leurs croyances sur ce qu'est un bon communicant, leurs croyances sur, ce qui n'est pas, en rapport avec ce bon communicant chez eux. Et là, c'est chouette parce qu'on va s'apercevoir de plein de déformations, de plein de filtres déformants que les gens peuvent avoir. Par exemple, il y en a certains qui se mettent des objectifs impossibles sur la prise de parole. Il y a des personnes qui, quelquefois, se donnent en fait, des défauts qu'elles n'ont pas du tout. Mais peut-être qu'elles avaient un jour, parce que parfois, peut-être que, ma voix était comme ça quand j'étais adolescent, peut-être que j'aime pas mon corps parce qu'il est comme ça. Et en fait, c'est plein de croyances que les gens vont se mettre et il y a un moment où en discuter puis travailler un petit peu dessus, changer un petit peu ces représentations de croyances. On a des outils pour ça, notamment dans les formations de l'ISS. Ça permet vraiment de se libérer, en fait. Et tu vois, je fais un lien avec ce que je disais au début, presque de revenir vers l'innocence de l'enfant. Alors peut-être pas à 100 parce que ça serait illusoire, mais retrouver un petit peu de cette spontanéité parce que quand on se débarrasse du fardeau des croyances, ben, on se reconnecte à de la légèreté, à quelque chose qui est simplement ici et maintenant, j'ai un message à faire passer, je le fais passer. Et après, on pourra travailler la technique. Mais déjà, si j'ai ça, bah, je serai déjà plutôt un bon communicant. Mmh. Il y a la notion de forme et de fond aussi, mais peut-être qu'on y reviendra, dans les solutions à Oui, travailler dans la 2e partie. ça marche. Est-ce qu'il y a des questions, par rapport à cette première partie qui revenaient plus sur, bah, les freins, d'où ils viennent et l comment ils fonctionnent, en fait, dans notre cerveau? Non, ça a l'air clair. Bah, écoutez, on avait préparé une 2e partie aussi, c'était les solutions, parce qu'on a parlé de tout ce qui nous bloque, et comment ça se fait que ça nous bloque. Mais aujourd'hui, du coup, on a quelques pistes à explorer pour pouvoir nous améliorer. Donc tu as des idées, par exemple, de pistes qu'on pourrait, nous, chacun de notre côté déjà pouvoir, travailler pour, bah, lever les freins qu'on a, pour être plus à l'aise? Il y en a plein, je pense que, déjà, si on met un petit peu de côté les projections qu'on pourrait avoir de ce qu'est un bon communicant, puis qu'on revient à quelque chose qui est essentiel, bah, c'est qu'on sait tous communiquer et quand il y a un truc qui est vraiment important pour nous, en général, on sait le faire passer. Même dans notre vie personnelle, hein, je veux dire. Par exemple, s'il y a une urgence, on va pouvoir communiquer qu'il y a une urgence. Il y a très peu de gens qui sont pas à l'aise avec ça et en fait, c'est pas qu'ils sont pas à l'aise, c'est qu'ils vont le faire spontanément. Mais il y a besoin d'avoir une certaine réconciliation avec soi-même pour pouvoir commencer à parler à un public, par exemple, de gens qu'on connaît un peu moins ou parler à une assemblée un peu plus grande. Et ce travail sur les représentations est assez important. En fait, il y a, plusieurs outils, et c'est un peu l'idée des formations qu'on propose, c'est qu'il y a plusieurs outils. Il y a des gens qui vont être plus attirés par certains outils que d'autres, mais souvent ce qu'on remarque, c'est que les endroits où on a le plus à travailler sont souvent ceux qui sont les plus effrayants. Je vais prendre un exemple, qui revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a des gens qui vont, par exemple, travailler leur élocution. Alors qu'en fait, le vrai problème, c'est l'empathie, par exemple. Donc c'est intéressant d'avoir des outils pour développer l'empathie, parce que je peux avoir une très bonne élocution, si je suis pas empathique, je serai pas un bon communicant. À l'inverse, il y a, des personnes qui vont, peut-être, se dire que pour travailler la prise de parole en public, il faut, pouvoir, travailler l'argumentation. Et en fait, souvent, ce sont déjà des gens qui sont plutôt bons en argumentation. Alors qu'au fond, peut-être que c'est plutôt la voix qui a travaillé pour eux. Donc c'est intéressant déjà de se dire quels sont tous les items qu'on a besoin de travailler pour avoir une bonne prise de parole en public. Quels sont ceux avec lesquels je suis déjà plutôt à l'aise, parce qu'on a souvent des endroits où on est plutôt confortable. Puis quels sont ceux qui me mettent le plus en inconfort. Et je pense qu'une bonne formation, c'est celle qui nous amène avec douceur, mais aussi en y allant vraiment vers les zones où il y a un petit peu plus d'inconfort. Si on décompose après, tu parlais de fond et de forme. Ouais. Euh, je pense que déjà, on a besoin, pour bien communiquer, de savoir ce que c'est la communication. Comment on fait passer une idée. Et c'est là qu'on a besoin de quelques notions de ce qui se passe en psychologie cognitive. Comment on entend une idée, comment on se l'approprie, comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ont vraiment étudié ça. Et il y a quelques idées de base, par exemple, je vais lister quelques techniques comme ça, hein, mais amener une idée, c'est pas seulement expliquer de manière logique quelque chose. Ça, c'est ce qu'on croit la plupart du temps.
c'est un peu comme je pense à la publicité, tu sais, il y a des gens qui sont plantés en publicité parce qu'ils ont simplement vanté les mérites d'un produit et qu'ils étaient tellement sûrs de leur produit qu'ils ont simplement dit, ben, il faut juste qu'on dise que notre produit est bien parce qu'on sait qu'il est bien. Mais on s'aperçoit que l'être humain est un être émotionnel et qu'en général, la rationalité ne le fait pas choisir, ne le fait pas adhérer non plus. Si Mmh. tous les êtres humains étaient rationnels, notre monde serait un petit peu On aurait différent. une autre société. Je ne sais pas si elle serait mieux en tout cas, mais elle serait peut-être un peu moins folklorique. En gros, il faut se rappeler que nos décisions, on ne les prend pas de manière rationnelle. Et que aimer ou ne pas aimer un discours, aimer ou ne pas aimer un interlocuteur ou un orateur, c'est pas une question de logique. C'est pas le plus brillant, en général, qui va être le plus apprécié. Et il y a plein d'exemples dans l'histoire de ça. Donc, par exemple, un des outils qu'on va apprendre, c'est comment véhiculer de l'émotion. Ça, c'est une des choses qui est essentielle en communication. C'est l'émotion qui fait la communication. Peut-être pour faire un petit éclairage neurosciences, hein, je simplifie un petit peu, mais notre cerveau, il est compartimenté, il y a des choses qui ont été un peu cartographiées dans notre cerveau ces dernières dizaines d'années. Et on dit parfois, même si c'est un petit peu un abus de langage, mais ça permet d'avoir un schéma, qu'il y a 3 cerveaux. Il y a le cerveau instinctif, le cerveau reptilien, c'est la partie la plus ancienne de notre cerveau. Il y a le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Puis il y a le cerveau rationnel, le néocortex, qui est la partie la plus récente dans l'évolution. Alors récente, elle a quand même un petit paquet de temps, hein, mais en tout cas, elle s'est construite par-dessus les premières couches du cerveau. Le cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel. Et en fait, quand on reçoit de l'information, ce cerveau est très activé. Il y a le cerveau rationnel, le néocortex, qui reçoit aussi de l'information. Mais entre les deux, la communication n'est pas du tout équilibrée. Quand il y a une émotion, elle submerge le néocortex assez facilement, c'est-à-dire que l'émotion va submerger la raison. Alors que l'inverse n'est pas vrai. La raison a beaucoup de mal à endiguer l'émotion. En gros, il faut imaginer que depuis le néocortex vers le cerveau limbique, il y a très peu d'informations qui passent, donc peu de capacité d'action. Par contre, du cerveau émotionnel vers le néocortex, il y a énormément d'informations qui passent, donc ça peut noyer en fait la rationalité. Donc, si par exemple j'ai envie de faire passer une information, il faut que je sache comment créer des émotions de base, hein, du plaisir par exemple, de l'intérêt. Alors certains communiquent avec la peur, nous c'est pas forcément le choix qu'on fait, mais ça marche en tout cas. Mais en tout cas, voilà, il y a besoin de créer une réaction émotionnelle pour qu'une personne puisse se sentir connectée à ce que l'on va dire. Une fois qu'on a cette idée-là, par quoi ça passe? Et Bah, ça va comment faire, en fait? voilà, comment on fait? Et c'est là qu'il y a du fond et de la forme. Pour faire passer de l'émotion, il y a il y a du fond, c'est-à-dire, comment on va organiser le discours. Par exemple, apprendre quelques techniques de suggestion, apprendre quelques techniques pour avoir un langage métaphorique. Ce sont des choses qui vont vraiment aider. Quelques bases de storytelling, comment on crée, comment on agence, la construction d'une idée et on sort vraiment du côté très linéaire, qu'on peut avoir par exemple dans une rédaction, telle qu'on l'apprend à l'école. Faire passer une idée à l'oral, c'est complètement différent. C'est vraiment un autre style. Donc, voilà, il y a des mécanismes, des sortes de patterns, on pourrait dire, qui vont vraiment nous aider. Et puis il y a la forme. La forme, ça va être l'élocution, ça va être la voix, ça va être tout ça. Mais, pareil, notre choix était pas non pas d'aller dans la maîtrise totale, mais plutôt d'aller dans le fait d'être à l'aise avec ce qu'on dit, d'incarner ce qu'on dit, de vivre ce qu'on dit. En fait, s'il y a déjà ça, c'est plutôt une bonne base. Donc il y a des exercices qui permettent de vraiment se connecter au sens de ce que l'on dit et aux émotions qui sont présentes dans ce que l'on dit. J'ai une question de Fata qui nous dit: «Nous sommes parfois contraints de coller à certains codes, donc professionnels ou sociaux, qui nous imposent un certain mode de communication». Qu'est-ce que tu en penses par rapport à effectivement, il y a des codes, comment on doit s'y couler tout en gardant, son authenticité et puis son intention, comme tu disais? Bah, c'est une bonne question parce qu'évidemment, selon l'endroit où on communique, il y a des codes et si on les respecte pas, on se tire une balle dans le pied, parce qu'on part avec un désavantage. À moins d'être très, très bon en communication, les gens qui sont excellents en communication peuvent laisser, tous les codes de côté. Parce qu'ils sont suffisamment bons pour, que ça crée quelque chose d'intéressant s'ils font ça. Mais ça, c'est exceptionnel. Et je pense qu'il faut pas spécialement viser ça parce qu'on peut se tromper assez facilement avec quelque chose comme ça. Pour moi, l'idée, elle est un peu intermédiaire. C'est-à-dire, déjà prendre conscience de la manière dont les codes peuvent nous poser un fardeau supplémentaire. Déjà avoir conscience de ça. Par exemple, je ne sais pas si le code, il est, vestimentaire et que je dois être en costume, par exemple, pour, intervenir. Est-ce que ça me pose un problème ou pas? Ou est-ce que finalement, une fois que, j'ai accepté le code, c'est OK? Si par contre, le code, c'est par exemple, d'être très consensuel, peut-être que ça pose un peu de problème parce que si j'ai une vérité importante à faire passer et que le code, c'est d'être très consensuel, ça peut me poser un petit peu problème. Donc déjà, première chose, c'est est-ce que le code me contraint ou est-ce qu'il ne me contraint pas?
S'il me contraint, la technique la plus intéressante en communication, c'est d'aller en 2 temps. Un, coller complètement au code et ensuite s'en décoller. En fait, on appelle ça, alors c'est une technique qui nous vient, de certaines approches, notamment de la PNL par exemple, ou même un petit peu avant de grands théoriciens de la communication, de ce qu'on appelle l'école de Palo Alto. Il y a l'idée de ressembler, puis d'attirer vers, une différence. Donc par exemple, il y a un code, eh bien je vais prendre tous les attributs du code, jusqu'au moment où je valide que mes interlocuteurs m'ont accepté comme étant quelqu'un qui a compris le code. Et une fois qu'il y a ça, je peux m'en décoller, pas trop, mais déjà un petit peu, parce qu'en fait, il y aura plus de résistance au fait que je me décolle du code. Comme j'ai montré que je pouvais faire partie du code, eh bien, je peux commencer à fonctionner un petit peu différemment. Donc, par exemple, si le code c'est d'être très consensuel, eh ben, je vais être à fond consensuel. Puis une fois que je remarque que tout le monde a validé que c'est bon, j'ai validé cette case-là, eh bien là, je peux commencer à apporter quelque chose qui sort un petit peu de ce qui est attendu et voir un peu comment ça fonctionne. Si je sens que ça crée un peu de crispation, bah, je reviens vers la forme qui est demandée. Puis je vais faire des allers-retours un petit peu comme ça. Et c'est souvent comme ça que font les bons communicants pour faire adhérer tout doucement des personnes à quelque chose qui les sort un peu de leur contexte. Donc, quand on a besoin de bousculer un peu les règles, quand on a besoin de créer de la remise en cause, donc c'est des techniques qu'on va apprendre. On appelle ça des techniques de push-pull, entre guillemets. J'y vais, je repars, j'y vais, je repars. Et ça fonctionne assez bien, à condition d'être un peu stratégique. Ça sous-entend, oui, qu'on a préparé en amont à quel moment on pouvait pousser un peu, à quel moment on pouvait revenir aussi dans le cadre. Et qu'on a conscience du cadre et qu'on sait le respecter. Il faut déjà savoir le respecter pour pouvoir en sortir, en fait. Je vais prendre une métaphore qui n'a rien à voir, mais tu sais, c'est comme un clown dans le cirque, tu sais. Mmh. Quand tu vas au cirque, tu imagines que tout le monde va être extrêmement habile de ses mains, en fait, et que quelqu'un peut jongler avec 10 couteaux, et cetera. En fait, un clown, pour rater un numéro, il doit savoir déjà très bien le faire. C'est parce qu'il va savoir déjà jongler avec 10 couteaux qu'à un moment donné, il va pouvoir en jeter un au hasard et il va tomber à l'endroit et ça va faire rire tout le monde en disant: «Waouh, il s'est passé un truc assez particulier». Il va pouvoir créer quelque chose qui est un petit peu disruptif comme ça, mais d'abord parce qu'il a une très bonne maîtrise du code. Et ça Mmh. devient intéressant à partir de là. Mais si c'est pas jonglé à la base, c'est pas intéressant du tout. OK. Du coup, si je reviens par rapport à ce que tu as dit un petit peu avant, sur l'idée pour communiquer, pour dépasser ses freins, en fait, dans une prise de parole, c'est de se concentrer, certes, sur le fond, c'est ce qu'on nous apprend quand même assez souvent, qu'est-ce que je vais dire, mais surtout sur la forme. On Oui, parlait de en fait, croyances tout à l'heure, on a souvent l'impression que, enfin, en tout cas, moi, dans mes expériences professionnelles, faut bien préparer ton entretien. Faut bien préparer, sur le fond, ton PowerPoint pour la réunion, pour ta prise de parole. Et au final, on arrive super bien préparé, donc on a, le schéma, le programme dans la tête, mais au moment d'ouvrir la bouche, il y a le stress, on a chaud et en fait, on se souvient plus très bien ce qu'on avait prévu de dire précisément. bah, ouais, tu sais, bah, c'est ce qu'on a remarqué dans les formations qu'on donne sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, le fond, les gens, ils savent déjà à peu près le préparer. En général, quand tu as un job, la plupart du temps, tu as une formation qui permet d'assumer à peu près bien ton job. Tu as fait, je sais pas, une école de commerce ou quelque chose comme ça. Tu sais faire ton PowerPoint, tu sais faire ta présentation de manière linéaire, etc. En fait, les gens, en gros, n'ont pas beaucoup besoin d'aide pour ça, ou alors ils ont besoin d'aide de spécialistes de leur domaine à la limite. Mais nous, ce qu'on Donc propose, se c'est autre chose. rassurer. Ou de se rassurer. Mais justement, j'y viens parce qu'en fait, une des choses qui est importante dans l'apprentissage de la prise de parole en public, c'est des outils d'autogestion émotionnelle. Mmh. Parce que souvent, ce qui handicape les gens, c'est que, bah, quand ils font leur présentation chez eux, sous la douche ou au petit déjeuner en répétant, tout va bien, en fait. Puis dès qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui les regarde peut-être un peu durement ou, la pression d'une attente ou un timing, enfin, il y a plein d'éléments qui, pour les uns ou pour les autres, peuvent créer des éléments de pression. Bah, si une personne ne sait pas gérer cette pression-là et ne sait pas en faire une force même, il lui manque quelque chose. Pour moi, c'est un peu comme le sportif, qui est bon à l'entraînement et qui est pas bon en compétition. Mais c'est très, Mmh. très souvent ça, tu sais, en prise de parole en public. Des gens qui disent: «Ah oui, mais j'avais bien préparé mon truc, hein, mais au moment où ça a commencé, je savais plus où me mettre et puis j'ai commencé à sentir que j'avais chaud, puis mon cœur il battait vite et puis du coup, j'avais qu'une envie, c'était que ça se termine le plus vite possible et j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire et puis je suis même pas sûr que les gens aient compris ce que je voulais dire». Et tu vois, cette personne, elle est intelligente, elle est brillante, elle a bien préparé, c'est pas du tout là ces questions-là, c'est est-ce qu'elle a su gérer ses émotions? Et du coup, bah, pour moi, dans un bon stage de prise de parole en public, il y a des outils simples, abordables. Un, de prise de conscience de ces enjeux émotionnels. C'est quoi mes enjeux émotionnels à moi? Il faut avoir quelques petites grilles de lecture, en fait, pour ça, pour essayer de comprendre pourquoi, bah, tes enjeux émotionnels, par exemple, sont différents des miens. Qu'est-ce qui me fait réagir? Qu'est-ce qui te fait réagir? C'est déjà intéressant d'avoir la conscience de ce panel-là. Ensuite, quand j'ai quelque chose qui me fait réagir, comment j'y réponds? Alors souvent, bah, en formation, ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire, de manière un petit peu, éloignée de son contexte. Donc on a le temps de comprendre le mécanisme, de l'apprivoiser. Et puis après, l'idée, c'est que cet outil-là, on puisse le réutiliser parce que si 10 minutes avant de monter sur scène, il y a quelqu'un qui vient mettre un coup de pression et que ça tombe juste sur mon enjeu émotionnel,
Par exemple, quelqu'un qui me dit, «Écoute, tu avais 20 minutes, mais finalement, tu en as plus que 15 parce qu'on est un petit peu short au niveau du temps. Et là, moi, j'ai un énorme enjeu sur le temps parce qu'en fait, j'ai préparé mon truc, c'est minuté et là, 10 minutes avant, je suis complètement bouleversé». Bon, bah, en fait, il faut que j'ai un outil pour pouvoir gérer cette émotion à cet instant-là. Et donc, voilà, il y a des outils vraiment qui permettent de prendre l'émotion, de la rediriger, d'évacuer le surplus et de laisser juste la part d'émotion qui fait qu'on est en adrénaline positive. Tu sais, ce qu'on appelle le stress positif, c'est-à-dire, Mmh, une bonne acuité, celui une qui bonne nous booste. voilà. Et ça, il y a vraiment besoin de faire la part des choses. Donc, enfin, quand on parle d'outils de gestion du stress, souvent on pense juste qu'il faut enlever le stress, alors qu'en fait, ce serait une mauvaise idée d'être, on serait amorphe en fait, hein, si on n'a plus de stress. C'est juste évacuer la partie qui nous prend de l'énergie et garder celle qui nous fait nous sublimer. Alors, j'ai une question de Sophie justement sur tout ce qui est lecture émotionnelle. Est-ce que tu aurais un exemple de grille de lecture émotionnelle? Comment on fait pour chez soi en fait déjà s'entraîner? Ben, déjà, on pourrait faire un truc tout simple, tu sais, pour commencer ça, même sans parler d'une grille complexe pour l'instant, mais de se demander en fait, qu'est-ce qui me met en stress? C'est quoi les éléments qui peuvent me mettre en stress? Et essayer de comprendre, par exemple, s'ils sont plutôt externes ou internes. Ça peut être déjà une première question à se poser. Par exemple, est-ce que c'est mes propres pensées ou est-ce que c'est l'attente de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vient du contexte, le fait qu'il y ait par exemple un certain nombre de personnes dans une salle? Ou est-ce que ça vient, de mon envie de bien faire? Donc déjà, comprendre la différence entre interne et externe. C'est quoi qui met le plus la pression? Ce qui est à l'extérieur ou ce qui est à l'intérieur? Par Parce qu'en fait exemple, ça va être, est-ce que c'est mon manager qui m'a dit la veille, «Si tu te loupes, on perd toute la négo», ouais, pression plutôt externe, et moi qui me dis: mon Dieu, si je me loupe, je vais me faire virer». Pression exactement. interne qui se rajoute. C'est juste Et pour expliciter peut-être, la et un bon différence. manager, il est capable normalement de nous poser des questions pour nous amener à comprendre ça. Alors ça Ce irait sera sur un d'autres autre sujet. Ce sera un autre webinaire ça. sur d'autres webinaires. Non, non, mais c'est Manager hyper les important. émotions. Imaginons, je suis manager et puis j'ai quelqu'un de mon équipe qui doit faire une présentation et qui a l'air paniqué. Si je vais voir en lui disant: «Non mais écoute, rassure-toi, moi je sais que tu vas bien faire» et cetera et j'essaie de rassurer par rapport à moi, alors que l'autre en fait à l'intérieur se dit: «Non mais toi ce que tu en penses, je m'en fiche, c'est mon exigence à moi qui me met la pression». Et si moi en tant que manager, je comprends pas qu'en fait, essayer de rassurer depuis mon point de vue n'aidera à rien, et que je dois aider la personne à lâcher sa pression interne et pas sa pression externe, et ben, je ne pourrais pas l'aider beaucoup. Donc c'est vrai qu'un manager doit aussi apprendre ces outils, je pense, pour savoir questionner l'autre et trouver les bons leviers pour l'aider, les bonnes phrases qui vont pouvoir, débloquer la situation. Mais on peut le faire par rapport à nous-mêmes, donc déjà savoir si ça vient de l'extérieur ou de l'intérieur. Autre question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que mes sources de stress viennent du passé ou de mon imagination? Du passé, c'est parce que j'ai raté telle présentation il y a 2 ans, à chaque fois ça me revient en tête. De mon imagination, c'est parce que je m'imagine la veille déjà en train de me prendre peut-être, une huée ou, des gens qui vont me dire que c'était pas terrible ou des choses comme ça. Et ça, c'est aussi une bonne question parce que c'est pas les mêmes outils pour répondre à ça. Dans l'un, on part du réel, il m'est vraiment arrivé un truc un peu difficile et depuis maintenant je suis pas à l'aise. Dans l'autre, c'est que de l'imaginaire et ça se travaille pas exactement de la même façon. Donc là, je prends ces 2 exemples. Normalement, quand on fait une sorte de petit bilan comme ça, on va poser quelques questions à quelqu'un pour savoir d'où ça vient, la pression que la personne se met. Quels sont les générateurs de stress? Parfois, il n'y en a qu'un, hein. C'est même assez souvent le cas, en fait, il n'y en a qu'un. Il y a des gens pour qui il y en a 2-3. Une fois qu'on a ciblé ça, on va essayer de comprendre comment ça agit, sur quoi ça agit et à partir de là, on va apprendre à la personne à, prendre cette émotion-là pour en faire quelque chose. Donc c'est Par d'abord un travail de ciblage et puis ensuite on crée un outil. Du coup, si on le fait, soi-même sur soi-même, Oui, en autosuggestion, c'est déjà d'aller voir, qu'est-ce qui me fait peur? D'où vient en fait, quel est l'élément qui me ouais, fait bouger mon état émotionnel? Ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient de l'intérieur? D'où ensuite, est-ce que si je futurise un échec ou est-ce que je revis un échec passé? Et exactement. ensuite, en fonction de ça, d'aller travailler sur modifier en fait, soit cette imagination, donc cette prévision d'échec, soit aller modifier dans le passé, dans notre souvenir, essayer de C'est ça. travailler sur le souvenir pour le changer. On parle là de visualisation, hein, en termes de solutions, On pourrait c'est parler de comment visualisation, oui. En fait, c'est comme une sorte de séquence que notre cerveau a appris et qu'il a souvent répété même un certain nombre de fois et on va essayer d'interférer avec cette séquence pour pas qu'elle se reproduise. Donc imaginons si ma séquence, c'est que à chaque fois que je monte, par exemple, sur scène pour donner une conférence ou que je prends la parole en réunion, hem, je je m'imagine, une personne qui me dit à la fin qu'elle est déçue de moi, par exemple. Si c'est ça mon pattern, si c'est ça ma séquence mentale, eh bien, on va apprendre, à quelqu'un à conscientiser, 2, modifier ce fonctionnement-là. Donc il y a vraiment des exercices, voilà, d'introspection qu'on va pouvoir, apprendre aux personnes pour qu'elles automatisent un nouveau fonctionnement
et que ça vienne plus les paralyser. Il y a Sophie qui te remercie pour la réponse. Merci Sophie. Il nous reste à peine un petit quart d'heure, il nous reste une dizaine de minutes. Kevin, du coup, on voulait terminer, nous, sur toujours dans la ligne de qu'est-ce qu'on peut travailler, des petits tips, en fait, continuer sur les tips, comment, face au stress, face au blocage, on a un peu parlé de les émotions. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut rajouter à s'entraîner à la maison ou dès demain pour essayer d'avancer un petit peu? Oh, il y a plein de choses, mais c'est vrai que sur la technique de storytelling et tout ça, là, ça serait peut-être un petit peu court pour ça. Mais par contre, si on va sur la partie plus enjeu émotionnel, il y a des petits exercices tout simples que je peux expliquer là, si tu veux, Oui, avec plaisir. que les personnes peuvent s'amuser à refaire par la suite, qui sont vraiment une porte d'entrée. Il faut bien comprendre que c'est qu'une partie du travail, mais c'est déjà hyper intéressant d'avoir une première façon d'appréhender tout ça. Et l'idée derrière, l'idée principale, c'est de reprendre la main sur son fonctionnement. Une fois qu'on a compris ça, je pense que déjà on fait un pas en avant qui est assez énorme. Se dire, bah, jusqu'à maintenant, j'étais un peu le jouet de mes émotions parce qu'en fait, mes émotions se créent en moi sans que j'ai la moindre capacité à interagir avec elles. En fait, on subit ces émotions la plupart du temps. Alors quand c'est de la joie, ça va, on aime bien subir de la joie, tu vois? Si, par exemple, quelqu'un qui est heureux à l'idée de prendre la parole, eh bien évidemment, il va prendre du plaisir et puis ça va être sympa. Quelqu'un qui est, paniqué à l'idée de prendre de la parole, bah là, il subit évidemment quelque chose qui est un petit peu plus, un peu plus gênant. Première chose donc, c'est comprendre qu'on peut reprendre la main. On n'est pas censé être passif par rapport à nos émotions, c'est simplement qu'on ne sait pas comment faire. Deuxième chose, c'est comprendre qu'une émotion, elle attend de nous une réaction. C'est vraiment un cours de base sur les émotions, mais qu'on donne justement dans cette formation-là, parce qu'il y a besoin de comprendre ça. Une émotion, c'est pas gratuit. Une émotion, si notre corps fait ça, ça lui prend de l'énergie. Et comme tout ce qui prend de l'énergie à notre corps, c'est fait pour quelque chose. Donc par exemple, même quand on est paralysé, nous on voit que le problème de ça, mais à la base, c'est une réaction de survie. Donc on va essayer de comprendre l'intention de cette émotion. J'ai la bouche sèche, qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai, le visage qui devient tout blanc parce que le sang descend dans les jambes, pourquoi? En fait, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans mon émotion. Et là, je trouve ça passionnant d'essayer de comprendre ça parce que, déjà aujourd'hui on sait expliquer tout ça. Je prends l'exemple, hein, mais le sang qui descend, pourquoi les gens deviennent blancs parfois dans certains cas? Bah, parce que le corps se prépare à une réaction de fuite. Quand le corps se prépare à une réaction de fuite, il faut que nos jambes soient actives, mais la tête un peu moins. Du coup, on a toute l'énergie qui est dans le bas du corps pour pouvoir partir en courant, tu vois? Donc c'est intéressant de comprendre ça et ça amène à Ça cette marche. Si je peux me comment? permettre, ça marchait bien face au mammouth. Aujourd'hui, en réunion, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. En fait, on a gardé Mmh. des fonctionnements archaïques et Mmh. notre cerveau, il a pas beaucoup bougé en 500 000 ans, donc notre civilisation moderne, il est très, très loin d'y être adapté à la base. Mais heureusement, c'est une machine à apprendre, elle est flexible. Notre cerveau est vraiment capable de transformer ses apprentissages, il suffit de le guider un petit peu. Donc, quand il y a une émotion qui vient, c'est se demander, en fait, cette émotion, qu'est-ce qu'elle attend de moi? Parce qu'en fait, si on réagit à cette émotion, si on lui apporte ce qu'elle attend, elle va partir. Si on considère que c'est un message, une fois que le message est entendu, bah, l'émotion, elle va partir parce que le message, il aura plus besoin d'être donné. Alors pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est, alors s'il y a des gens, par exemple, qui ont peur de parler en public ou qui, se sentent pas à l'aise, en tout cas, avec ça, on peut repenser à un souvenir dans lequel on a pris la parole en public et ça s'est pas forcément bien passé, par exemple, et puis essayer de ressentir ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? Et on va sentir en général qu'il y a une tension quelque part. En général, on peut scanner un peu son corps comme ça et puis on va s'apercevoir que la tension, peut-être qu'elle est au niveau de la gorge, peut-être qu'elle est au niveau de la poitrine, parfois c'est au niveau du ventre et tu sais, ça correspond un peu aux expressions que les gens peuvent avoir. J'ai la gorge nouée, Mmh. j'ai, un poids sur la poitrine, j'ai un nœud dans le ventre, Mmh. j'ai l'impression, je sais pas, ça palpite à l'intérieur ou des choses comme ça. En fait, ça, c'est le ressenti subjectif de l'émotion. Ce ressenti subjectif, comment on va faire pour y répondre? Eh bien, on va essayer de mieux le comprendre déjà. On va essayer de mieux savoir comment il fonctionne. On va se poser des questions. Par exemple, cette sensation, elle est où exactement? Et puis ensuite, elle a quelle taille cette sensation? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? On va essayer de se la dessiner mentalement. On va même se demander quelle couleur elle pourrait avoir cette sensation. Est-ce qu'elle est rouge? Est-ce qu'elle est jaune? Est-ce qu'elle est noire? Est-ce qu'elle est grise? Et en fait, à chaque fois qu'on va préciser un petit peu la manière dont elle existe, cette sensation, c'est comme si on s'en emparait. En fait, c'est comme si en la faisant devenir un peu plus concrète, un peu plus réelle, on reprenait la main dessus. Donc, où est-ce qu'elle est? Quelle taille elle a? Quelle couleur elle a? On va aller un peu plus loin. Quelle température elle a? Est-ce que c'est une émotion plutôt chaude ou est-ce que c'est plutôt froid? Il y a des gens qui ont froid en situation de stress, il y a des gens qui ont très chaud en situation de stress, on est tous différents. Donc c'est des questions qui sont vraiment intéressantes. Est-ce que cette émotion, elle est plutôt lourde? Est-ce qu'elle est plutôt légère?
Est-ce qu'elle est en mouvement? Est-ce qu'elle tourne? Est-ce qu'elle bouge? Et on pourrait même on continuer à explorer comme ça en se demandant c'est quoi les paramètres de cette émotion. Alors déjà, ça c'est une super étape parce que rien que de faire ça, ça change l'émotion. C'est comme si au lieu de la renier, on l'acceptait, on la regardait. Et très souvent, dès qu'on demande aux gens quelques questions comme ça sur leur émotion, l'émotion elle diminue. Comme si, bah voilà, je m'ouvre à cette émotion, je la regarde, j'essaie de savoir comment elle est, comment elle fonctionne, la pression diminue. Ensuite, on va commencer à interagir avec cette émotion. Par exemple, ça peut paraître un peu étrange comme ça, mais on peut la faire grandir ou réduire. On peut, changer sa couleur. On peut la rendre plus dure ou plus douce. On peut enfin, tu vois, on peut changer tous les paramètres. Et pareil, on va demander aux gens de s'exercer souvent sur 2-3 paramètres avec lesquels ils sont un peu plus à l'aise. Donc par exemple, cette émotion, elle était rouge, je la fais devenir blanche, puis après je la fais redevenir rouge et puis je vais commencer à bouger un peu ces paramètres. Ça, c'est une deuxième étape. Première étape, je la constate. Deuxième étape, je commence à interagir avec. Donc si je résume, je me connecte à un souvenir où ça s'est mal passé, par exemple. J'essaie Ouais, de voir. Souvent, quand on se connecte à un souvenir, l'émotion revient. Surtout si ça a imprégné fortement au niveau du souvenir, que ce soit positif ouais, ou négatif. Donc à ce moment-là, au moment où j'ai parlé devant, je sais pas moi, mes collègues la dernière fois, j'ai une boule dans la gorge, l'impression qu'elle était énorme. Et si je réfléchis, je peux me poser les questions. Elle était rouge, elle était dure. Ça descendait au fur et à mesure et ça prenait toute la place dans la poitrine. Donc par ça, c'est exemple. ce dont je me souviens. Et je peux jouer avec pour me dire finalement, c'est plutôt une balle en mousse, ça serait plus drôle, ça fonctionne mieux, elle serait bleue. Et au fur et à mesure que j'y pense et que j'essaie de la modifier en quelque chose qui est plus sympathique pour moi, normalement, enfin en tout cas, de manière assez automatique, l'émotion baisse. Donc on peut En fait, jouer comme ça avec les paramètres. en gros, en faisant ça, on travaille sur l'acceptation émotionnelle. C'est un jeu mental, mais ce jeu mental, Ok, il n'est pas gratuit. Il nous permet tout d'un coup d'accepter ce que notre part inconsciente, parce que c'est elle qui crée des émotions, c'est pas consciemment que se créent les émotions, ça se crée en nous inconsciemment, parce que cette part inconsciente de nous, elle nous propose. Et le fait qu'on interagisse avec elle, eh bien, ça va dédramatiser énormément, énormément l'émotion. Et une fois qu'on aura réussi à faire ça, par exemple, à changer 2-3 paramètres, donc en effet, voilà, ça devient jaune, par exemple, ou ça change de couleur. Ça marche bien pour les gens qui sont visuels. Pour les gens qui sont plus dans leur ressenti, eh bien, on peut changer vraiment la taille, la texture, on peut changer la température de l'émotion. Et tout d'un coup, elle va se transformer en autre chose. C'est-à-dire que quasiment systématiquement, au bout de 3, 4, 5 minutes, ce n'est plus une émotion, c'est un message. C'est-à-dire que cette sensation va se transformer et avoir du sens. Et si on se pose la question, bah, qu'est-ce que je suis censé faire avec cette émotion? En général, on va comprendre l'attente de cette émotion, on va comprendre pourquoi notre corps nous a amené cette émotion-là. Et l'émotion, bah, du coup, elle va devenir raisonnable, c'est-à-dire qu'on va la rendre intelligible, elle ne sera plus du tout, émotionnelle. Donc on vient se libérer d'une émotion. Donc imaginons, hein, je dois prendre la parole, c'est une réunion, on est une quinzaine et puis, celui qui préside la réunion me dit: «Voilà, bah, c'est à toi maintenant de faire ton exposé». Et là, bah, en amont, moi, je savais que j'allais avoir une émotion. Donc au moment où on me donne la parole, déjà, j'ai fait un petit peu ce travail-là, sans doute, mais l'émotion arrive tout de suite, je me suis entraîné, je change sa couleur, je change sa forme. Et tout d'un coup, la pression diminue et je peux me reconcentrer sur ce que j'ai à faire. Et souvent, au passage, je vais avoir une compréhension. Donc, par exemple, si cette émotion, elle attendait de moi, que je sois bon, et ben, tout d'un coup, ce n'est plus une pression que je me mets, c'est juste l'idée que: «OK, je vais faire du mieux que je peux». Si cette émotion, elle attendait de moi que je me cache pour pas être exposé, eh bien, je vais comprendre que ça attendait ça, mais c'est pas pour autant que je vais obéir à cette émotion. Le fait de l'avoir compris va vraiment la dédramatiser et le niveau émotionnel va vraiment baisser. ok. En fait, c'est un petit entraînement à faire avant. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, c'est bien de s'entraîner, en situation neutre. Bah, c'est ce qu'on fait en formation. On ramène les gens vers la situation complexe. On les entraîne à y répondre à cette situation-là. On peut ensuite essayer de la mettre un petit peu en scène et une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, et ben, en fait, on a appris un nouveau fonctionnement. On a appris à faire face à cette émotion différemment. On a bientôt terminé, au niveau du temps et du cadrage qu'on s'était donné. Est-ce qu'il y a d'autres questions, pour Kevin avant qu'on puisse, conclure ce webinaire? On a des questions sur les émotions, sur les contraintes, effectivement professionnelles, comment se coller, à la contrainte tout en étant, soi-même. Je laisse 2 petites secondes. Non, ça a l'air d'être plutôt bon. On a un tout petit peu moins parlé de la communication, interpersonnelle. On a plutôt parlé de ce qui se passait en interne, mais Mmh, évidemment, il y a aussi pas mal d'apprentissage sur comment, je fais passer un message pour qu'il soit compris par l'autre. Je dis juste ouais. ça parce que ça me semble important. Ça demande d'avoir, quelques idées aussi sur les différentes manières dont un message peut être entendu.
par différents interlocuteurs. Donc de comprendre un petit peu, comment ça fait de recevoir un message et de comprendre aussi les différentes façons de réceptionner un message selon les personnalités. Alors ça, c'est évidemment d'autant plus pratique quand on s'adresse à une ou 2 personnes clés. Quand on s'adresse à une foule, il y a d'autres mécanismes. Il faut avoir un peu l'idée des différents types de personnalités pour les satisfaire, tous. Je vais prendre un exemple, hein, qui est assez connu, mais il y a des gens qui sont plutôt visuels, il y a des gens qui ont besoin de voir les choses et pour eux, on doit créer des images, pas forcément des PowerPoint, tu vois? On peut employer des métaphores. Mmh. Il y a des gens qui ont besoin, non pas de voir, mais de ressentir les choses. Donc pour eux, on doit plutôt créer quelque chose qui passe par le corps, par l'émotion. Donc ça, c'est hyper important parce que si on est très froid dans notre présentation, on va oublier un peu ces personnes-là. Et puis il y a des personnes qui ont besoin de beaucoup de rationalité, et pour elles, il faudra plus d'explications que d'images ou que de ressentis. Et ça, c'est une idée toute simple, mais si je m'intéresse à un interlocuteur en particulier que je veux convaincre à tout prix, eh bien, il faudrait que je sache un peu comment il fonctionne. Il faut que j'ai un outil pour savoir comment il fonctionne. Si je m'adresse à une foule, eh ben, il y a de tout dans une foule. Donc, il faut juste que j'ai, dans ma construction de ma présentation, à la présence d'esprit de satisfaire un peu les différents types de personnalités. Donc, souvent, ce qu'on apprend aux gens, c'est quelques idées clés, quelques questions clés à se poser. Un peu comme c'est passionnant en plus parce que c'est presque une enquête qu'on mène en se disant, tiens, comment elle fonctionne cette personne? Et souvent, une fois qu'on se pose les bonnes questions, on sait qu'on a la réponse en fait. C'est juste qu'il faut apprendre à se poser les bonnes questions. Et quand on s'adresse à un certain nombre d'individus, eh bien, ne pas penser que tout le monde fonctionne comme soi, à avoir conscience, en fait, qu'il y a des fonctionnements parfois un peu différents et qu'on doit aussi faire attention à eux. Ce qui veut dire qu'au niveau du champ lexical, quand on prend la parole, quand il y a plusieurs personnes qu'on connaît pas forcément, il faut essayer de naviguer entre les 3 typologies entre guillemets de personnes, Dans mettre, ce heu, oui, mettre ouais. du visuel, donc ça peut être un PowerPoint, une image, ou de dire tout simplement d'utiliser les mots, vous voyez, imaginez la courbe qui augmente quand nos ventes vont progresser. Bon, ça c'est par exemple c'est visuel. Mmh mh. Ou pour des gens qui sont plus dans l'auditif par exemple, on pourrait leur suggérer, leur dire heu dites-vous que ça va être formidable en fait. Dites-vous, ils vont se le dire, en fait, ils vont l'entendre quand on aura gagné tel dossier. Pour les gens qui vont être plutôt dans le kinesthésique, dans le corps, on va se sentir tellement bien qu'on aura réussi ce projet. Donc c'est des petits tips comme ça, mais qui font que ça permet de rattraper en fait les gens euh, et de faire en sorte que le message soit un peu plus dédié et personnalisé. Voilà, je l'ai fait en gros avec une grosse maille, mais effectivement, ça peut C'est donner un peu ça. l'idée. Oui, c'est un petit peu l'idée de faire attention en tout cas au fait que, l'être humain est multiple et qu'on a besoin de comprendre un peu cette multiplicité pour avoir un discours qui s'adapte à tout le monde. Merci Kevin. Alors il y a pas d'autres questions. Il y a Fata qui demande quand est le prochain webinaire. Donc on fera un webinaire en octobre. On va essayer de garder un rythme tous les mois. Donc octobre, novembre, décembre pour finir l'année avec Kevin ou d'autres invités. Et on l'annoncera à chaque fois sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux de l'Institut des Soft Skills. Pour résumer rapidement ce qu'on s'est dit, on a navigué sur cette thématique de lever les blocages entre d'où viennent les blocages, qu'est-ce qui fonctionne, quels sont les mécanismes, certains ancestraux de notre cerveau qui font qu'on est bloqué. Donc ça peut être les peurs, quelles peurs on a, d'où elles viennent, est-ce qu'on en a hérité, est-ce que c'est des peurs du passé, qu'est-ce qu'elles nous disent aussi. On a pu voir également les fonctionnements émotionnels. Alors quand on prend la parole en public, il y a ce qu'on veut dire, il y a ce qu'on pense qu'on doit dire. Donc il y a la notion entre moi, la pression que je me mets, interne, externe. Il y a également les émotions, on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qui fait que je me bloque en fait? À quoi sert l'émotion? Qu'est-ce qu'elle me dit? Et c'est vrai qu'à l'Institut, on essaye de prendre des grandes briques et de les combiner pour pouvoir faire passer des étapes en fait à nos stagiaires. Et effectivement, dans ces briques, il va y avoir à la fois de l'introspection, travailler sur soi, travailler sur ses émotions, ce qu'on fait très peu, notamment en France. C'est pas un sujet sur lequel on est hyper à l'aise, l'émotionnel. Enfin, on va progresser, j'espère. Et puis également analyser l'autre. Donc là, on l'a évoqué rapidement à la fin. Comment on regarde l'autre pour adapter notre communication, notre prise de parole à l'autre. Parce que des fois, on parle, c'est hyper passionnant, on a bien préparé, et la personne en face, elle n'est pas du tout réceptive. Donc, il y a des techniques, donc ça arrive, hein. Il y a des techniques justement pour pouvoir lire la personne et s'adapter à elle, la rejoindre pour mieux conduire un entretien. C'est quand tout ça est combiné, en tout cas, oui, que la prise de parole publique devient vraiment bonne et adaptable à peu près à tous les points de vue, oui. Oui. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve en octobre pour les prochains webinaires de l'Institut Soft Skills, ISS de son petit nom. Et d'ici là, n'hésitez pas, si vous voulez venir liker Instagram, Facebook ou LinkedIn, ce sera avec plaisir qu'on pourra vous retrouver. Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon appétit pour ceux qui vont enchaîner avec une pause déjeuner. À Merci, bientôt! à bientôt.
Au revoir Kevin. Au revoir.